La réhabilitation et la requalification des logements sociaux. Voilà pour le thème de cette émission avec 4 invités en plateau que je m'empresse évidemment de vous présenter. À ma droite, Anaïs Juste, bonjour. Bonjour. Chargée de mission Habitat à l'ANRU. À vos côtés, Fleur-Émile, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable territoriale à l'ANRU. À gauche, de mon côté, Sabrina Aiello, bonjour. Bonjour. Chef de projet santé vieillissement au GIE La Meta, qui regroupe plusieurs bailleurs sociaux. Un des grands acteurs du logement social en France, avec plus de 75 000 logements, Villoga. Vous pilotez notamment le projet de la résidence Mazaric, on va en parler tout à l'heure, à Sevran. Bienvenue à vous. Et puis à vos côtés, Léa Znati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe à la ville de Grigny, en charge de l'aménagement, du renouvellement urbain et de l'habitat. On peut préciser d'ailleurs que Grigny est au cœur de quartiers emblématiques de la politique de renouvellement urbain, avec notamment la Grande Borne et ses 3000 logements dont on parlera évidemment tout à l'heure. En tout cas, bienvenue à toutes les 4. Merci d'être présente et de répondre à mes questions. Anaïs, peut-être la première question qui s'adresse à vous. L'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a été créée maintenant en 2003 pour transformer les quartiers dits prioritaires. Concrètement, quelles sont aujourd'hui les grandes missions de l'agence ? Alors, le rôle de l'ANRU, c'est d'accompagner et de financer des projets de transformation des quartiers prioritaires. Concrètement, ça signifie réhabiliter des logements, requalifier les espaces publics, développer de nouveaux équipements, mais aussi accompagner le développement économique des quartiers. C'est agir pour améliorer durablement le cadre et la qualité de vie des habitants et renforcer l'attractivité de ces territoires pour favoriser la mixité sociale. Et ça passe forcément par une action forte pour le logement. Dans les quartiers prioritaires, on compte en moyenne 70% de logements sociaux, contre à peu près 20% au niveau national. Des patrimoines qui sont encore parfois vétustes, malgré tout ce qu'on a fait sur les quartiers depuis le premier programme, mal adaptés aux usages d'aujourd'hui ou insuffisamment intégrés dans leur environnement. Or, la question du logement, on sait qu'aujourd'hui, elle est au croisement de nombreux défis, donc vieillissement de la population, diminution de la taille des ménages, précarisation des habitants et des crises sanitaires, énergétiques et climatiques, pour n'en citer que 3, qui frappent plus durement les habitants des quartiers populaires. Alors, vous avez publié récemment un carnet qui est intitulé « La requalification du logement social ». De quoi il s'agit, évidemment, et puis surtout derrière, quels étaient les objectifs visés Alors, ce carnet, il s'appuie sur une étude qui a été menée en 2023. Une trentaine d'entretiens auprès d'experts du logement et du renouvellement urbain, que ce soit des bailleurs, des collectivités, des architectes ou encore des urbanistes, et des visites de terrain sur 20 sites ayant fait l'objet de réhabilitations particulièrement ambitieuses. De ce carnet, il en ressort des enseignements structurants sur ce qui fonde la qualité d'un projet de réhabilitation, donc sa capacité à répondre aux défis du changement climatique et à améliorer la performance énergétique des logements, l'adaptation des logements aux usages d'aujourd'hui, ou encore son articulation étroite avec le projet urbain. C'est aussi la place donnée à la concertation et à l'implication des habitants, ainsi que son rôle stratégique dans les politiques d'attribution et de diversification de l'habitat. Donc l'objectif de ce carnet, il est clair: promouvoir des réhabilitations ambitieuses et durables qui sont capables d'améliorer la qualité de vie des habitants, parce que c'est les premières personnes concernées par ces travaux, et de contribuer pleinement à la transformation des quartiers. Donc l'objectif de ce carnet aussi, c'est évidemment de faire des recommandations. C'est quoi ces principales recommandations, justement ? Alors nous, on met en avant 3 dimensions principales. Donc tout d'abord, la réhabilitation comme un levier de qualité de vie et de transition écologique. Donc c'est d'abord un moyen concret d'agir sur la qualité de vie des habitants, des quartiers, mais aussi des locataires de ces projets de réhabilitation. D'améliorer le confort thermique, en hiver mais aussi en été, on parle beaucoup maintenant de bouilloire thermique, et de réduire aussi durablement la facture énergétique. Parce que les habitants des quartiers prioritaires, ils sont en général particulièrement vulnérables. C'est également une contribution directe à la lutte contre le changement climatique en s'inscrivant dans l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Mais réhabiliter, c'est aussi penser confort et accessibilité pour répondre notamment aux enjeux du vieillissement. Et il est donc indispensable, en plus du bâti, d'intervenir à l'intérieur des logements, mais aussi dans les parties communes, tout en pensant la continuité avec l'espace public. En deuxième lieu, la réhabilitation, c'est un levier urbain et social. Ce n'est pas une intervention isolée sur le bâti. Elle s'inscrit dans un projet urbain large qui articule la réhabilitation avec les autres leviers du renouvellement urbain, démolition, reconstruction, aménagement des espaces publics, création d'équipements. C'est cette approche intégrée en fait, qui permet de transformer durablement les quartiers.
On parle alors de réhabilitation requalifiante. C'est aussi un levier social parce qu'au-delà du bâti, la réhabilitation, elle vise à améliorer concrètement la vie quotidienne des habitants. C'est pour ça qu'elle doit permettre de répondre aux dysfonctionnements et aux mésusages que les habitants rencontrent au quotidien. D'où l'enjeu de la concertation et de la co-construction qui sera certainement au centre d'un 3e programme s'il devait y en avoir un, et aussi prendre en compte la question de gestion et de sûreté. On parlera aussi au-delà du bâti de la réhabilitation comme un outil stratégique pour rééquilibrer l'occupation sociale et soutenir les parcours résidentiels. C'est cette dimension que l'on a davantage mis en avant dans la nouvelle version de ce carnet et dont Fleur-Émile vous parlera juste après moi. Ouais, dans un instant. Donc je le disais tout à l'heure, l'ANRU a été créé en 2003. Il y a eu un premier programme, l'ANRU 1, il y a l'ANRU 2. Vous avez même évoqué l'ANRU 3 à venir, évidemment. On n'en est pas encore là. Quelle différence justement entre les deux premiers programmes, entre ANRU 1 et ANRU 2 ? Alors, au niveau des requalifications, l'ANRU 1, c'était une première étape avec un coût moyen de réhabilitation d'environ 17 000 € par logement. Le NPNRU, qui a pris le relais entre 15 et 20 ans plus tard, ça a franchi un cap parce qu'aujourd'hui, c'est 146 000 logements qui vont être concernés par la réhabilitation avec un coût moyen d'environ 50 € par logement. Et ça peut atteindre parfois jusqu'à 120 000 € quand on parle de résidentialisation, pour les plus qualitatifs bien entendu. Donc l'investissement par logement, elle a plus que doublé. Et ça traduit un changement de vision. On parle plus simplement de réhabilitation, mais on parle de requalification, c'est-à-dire une démarche plus qualitative et plus structurante qui fait de la réhabilitation un levier essentiel dans la transformation de l'image et de l'attractivité des quartiers. Donc on peut dire que pour l'ANRU, la requalification, c'est vraiment l'objectif numéro 1 maintenant. Alors je ne dirais pas que la requalification c'est la priorité de l'ANRU, car notre spécificité c'est justement d'intervenir de manière globale sur plusieurs leviers complémentaires et que l'ANRU en fait elle a toujours accompagné les projets de réhabilitation depuis le premier programme. En revanche, on peut parler clairement d'un changement de paradigme avec la réhabilitation qui a pris une place beaucoup plus structurante, au même niveau que la démolition-reconstruction dans la transformation durable des quartiers. On est dans un contexte en plus où la démolition, elle peut susciter des interrogations. On se fait souvent attaquer là-dessus à l'ANRU face aux enjeux de décarbonation et de préservation du patrimoine. Et la réhabilitation, ou plutôt même la requalification, elle s'impose vraiment comme une priorité. C'est une démarche écologique, une démarche sociale et urbaine à la fois. Elle est au cœur de notre stratégie car elle répond simultanément aux besoins des habitants, aux impératifs de transition énergétique et aux enjeux de mixité sociale dans les quartiers. Bon alors, le sujet initial, c'est quand même bien la réhabilitation. Fleur-Émile, en quoi cette réhabilitation, finalement, elle peut aussi attirer maintenant de nouveaux profils d'habitants et améliorer surtout le quotidien de ceux qui sont déjà installés ? Alors, juste, je voudrais rappeler en préambule que l'ADN de l'ANRU, c'est quand même la mixité sociale. Elle intervient sur des quartiers qui sont ségrégés, où la pauvreté est très présente. Et le projet de renouvellement urbain, en fait, il va aider, il va avoir un impact sur les habitants et également à l'échelle du quartier pour travailler sur cette ségrégation socio-spatiale. La réhabilitation, elle a son intérêt parce qu'elle va travailler à la fois pour les ménages déjà en place et elle va permettre d'attirer de nouveaux profils au sein du quartier, un quartier qui se transforme, où arrivent, comme l'a dit Anaïs, de nouveaux équipements, de nouveaux transports, des commerces, des écoles réhabilitées ou reconstruites. Et du coup, elle va travailler pour les habitants du quartier. Donc, c'est des réhabilitations qui se font en milieu occupé. Donc, c'est un confort de vie sur lesquels interviennent les bailleurs sociaux. Et également, ça va être l'occasion, lorsque dans ces patrimoines, dans ces bâtiments, le bailleur identifie des ménages qui ont fait des demandes de mutation, d'en profiter aussi en fonction de leur composition familiale, pour leur permettre d'accéder à des logements qui correspondent à leur composition familiale. Mais c'est aussi des requalifications extrêmement structurantes. Anaïs disait, on est à 50 000 € du logement en moyenne, donc on peut aller même au-delà. Et là, on va travailler sur des réhabilitations en milieu non occupé. Et donc, ça donne un terrain de jeu aux bailleurs sociaux et à la collectivité de travailler sur l'occupation sociale, puisqu'on va reloger les ménages qui seront dans ces immeubles pour pouvoir les requalifier de manière très ambitieuse. Et soit des ménages souhaiteront revenir, et la possibilité de revenir est toujours là,
mais également de se fixer des objectifs sur ces logements réhabilités pour attirer d'autres profils de ménage, tant d'un point de vue socio-économique, mais en termes de profil de ménage. Tout à l'heure, on aura une intervention sur le vieillissement, mais c'est aussi le rééquilibrage de l'occupation sociale. Il y a une entrée économique, mais il y a une entrée de profil de ménage, c'est-à-dire qu'avoir des résidences de jeunes, avoir des logements adaptés au vieillissement, avoir de la composition familiale qui est un peu différente. Voilà, ça aussi, ça fait partie du rééquilibrage de l'occupation sociale. Et pour nous aider, nous auditeurs qui sommes en train de vous écouter en ce moment, nous aider à nous projeter quelque part, est-ce qu'on peut donner comme ça un exemple concret d'une action réussie de rééquilibrage social dans un quartier piloté, là en l'occurrence par l'ANRU ? Alors, il y en a plusieurs. Je fais un peu de pub. On a un carnet qui s'appelle Rééquilibrer l'occupation sociale, voilà, qu'on peut trouver sur notre site de l'ANRU-SCOP, qui donne une multitude d'exemples de territoires qui ont travaillé sur le sujet. Moi, je vous en citerai un qui est celui de Brest Métropole, en fait, qui a travaillé justement sur des réhabilitations sur une dizaine de bâtiments, et en identifiant, qui a fait un diagnostic de ces bâtiments, et en identifiant ce qui était de la réhabilitation lourde et de la réhabilitation plus légère. Donc, et en travaillant sur pour des habitants qui étaient déjà dans le quartier et qui allaient rester dans le quartier, et des habitants, des profils qu'ils allaient chercher dans le cadre de leur convention intercommunale du logement, et sur laquelle ils s'étaient fixés un certain nombre d'objectifs. Et donc voilà, c'est des projets qui sont en cours, et ça montre bien qu'il faut bien identifier quel type de réhabilitation on fait, mais pour qui on l'a fait. Vous parliez de l'exemple de Brest. Justement, comment les collectivités locales s'approprient cette dimension du peuplement dans leurs projets? Parce que c'est une vraie question, c'est un vrai sujet. Tout à fait. Alors, le NPNRU est arrivé avec, je dirais plus ou moins au même moment, la réforme des attributions, qui donne un cadre en fait pour travailler sur ce sujet, donc qui s'est décliné au fil des années. Et en fait, l'ANRU, c'est le relogement que permet l'ANRU se fait aussi dans ce cadre-là, de la réforme des attributions. Et on demande, les collectivités, aujourd'hui, le porteur de projet de la réforme des attributions, c'est l'intercommunalité, ce qui avant était la commune. Donc on a élargi, si je puis me permettre, le terrain pour rééquilibrer, parce que c'est la bonne échelle pour rééquilibrer l'occupation sociale. Donc la collectivité se fixe une stratégie de peuplement, enfin de rééquilibrage de l'occupation sociale, tant en travaillant sur l'offre, donc c'est comment je rééquilibre l'offre nouvelle, sachant qu'on ne construit pas de logements sociaux dans les quartiers politiques de la ville. Donc le principe, on va parler du principe, et qu'on se fixe des objectifs aussi pour ne pas remettre de la pauvreté dans les quartiers politiques de la ville. Donc il appartient vraiment à la collectivité, avec l'ensemble des acteurs locaux qui interviennent sur ce sujet, de travailler sur des objectifs clairs, des cibles claires, pour pouvoir rééquilibrer l'occupation sociale. Et pour ça, on a les conférences intercommunales du logement avec un portage politique qui doit être important, fort, et dont les objectifs vont se décliner dans la convention intercommunale d'attribution. Et nous, le relogement, en fait, les quartiers, on voit, les quartiers en renouvellement urbain sont des véritables territoires d'expérimentation. On va avoir l'exemple par la suite, où souvent les bailleurs, ils essaient des choses, ils profitent du renouvellement urbain pour essayer des choses, et entre autres sur ce sujet-là. Et avec 20 ans de recul comme ça, est-ce qu'on tire, j'imagine que oui, forcément, des enseignements d'ANRU 1, d'ANRU 2, dans l'optique déjà de se projeter sur ANRU 3 ? Les enseignements qu'on tire, et c'est ce que montre le carnet, parce que la spécificité quand même de ce carnet, qui s'appelle la requalification, il est un peu spécifique, parce que dans le même carnet, vous trouvez l'approche bâtie et l'approche sociale, humaine et sociale, et donc qui montre bien qu'on ne peut pas réfléchir le bâti, et qui accentue sur ce sujet-là sans penser à qui on s'adresse et pour qui on fait. Donc ça, c'est vraiment un des premiers enseignements, je dirais, dans lequel on doit se projeter si on a un troisième programme. Et après, en termes d'enseignement, on n'invente rien. Il faut une gouvernance forte, il faut une organisation claire, et il faut avoir des outils de suivi, parce que la requalification,
quand elle permet de faire de la relocation, on va être attentif au profil de ménage. Mais dans le long terme, lors de nouvelles relocations, il faut être en capacité de tenir les objectifs et de continuer à avoir les bonnes cibles. Et c'est un vrai défi de tenir dans le temps. Et ça va être le défi qu'on va avoir sur la suite de l'ANRU 2. Merci. Je me tourne vers Sabrina Aiello. Alors vous pilotez avec Vilogia le projet de résidence Mazaric à Sevran. Est-ce qu'on peut rappeler concrètement ce qu'est ce projet et ce qu'il a surtout permis de réaliser ? Alors oui, donc c'est un projet de réhabilitation d'une résidence de logements sociaux en plein quartier prioritaire politique de la ville à Sevran. Ouais. On a commencé à penser dès 2019 avec Vilogia, puisque la META est un GIE qui accompagne Vilogia et d'autres bailleurs sociaux dans les projets de renouvellement urbain. Et donc c'est un projet où on a vraiment souhaité mettre la santé et le vieillissement au cœur de la réflexion. On a repensé, requalifié justement les rez-de-chaussée de cette résidence pour créer 14 logements adaptés, 14 logements inclusifs et un tiers-lieu intergénérationnel de 400 mètres carrés. C'est une réhabilitation qu'on a livrée en février 2024 et le tiers-lieu, lui, a été inauguré en avril 2025. Alors justement, vous parlez de tiers-lieu. C'était quoi le choix derrière cela d'installer un tiers-lieu dans des rez-de-chaussée vacants ? C'est ça depuis combien d'années ? Depuis 20 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'était des rez-de-chaussée, c'était des locaux techniques, des caves qui étaient condamnés depuis une vingtaine d'années pour des raisons évidentes, voilà, de mésusage, de trafic de drogue. Mais aujourd'hui, la résidence vit beaucoup mieux. Il y a une vraie tranquillité résidentielle dans cette résidence. On a fait 2 constats en fait au démarrage de ce projet. Déjà, on a constaté le vieillissement de la population. Tout le monde le constate, mais on le constatait également dans notre résidence, en fait, dans la résidence Mazaric. On avait 28% à peu près de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc il y avait déjà un besoin, voilà, de création de logements adaptés dans cette résidence. Et puis aussi un vrai besoin de redynamisation du quartier. On est en fait situé entre la gare Grand Paris Express Sevran-Beaudotte et un futur quartier, Terre d'Avenir. Donc il y avait vraiment un effet passage. Pour autant, c'est un quartier qui est en pleine évolution urbaine et on avait vraiment envie de marquer une nouvelle identité, une vraie dynamique. Et c'était aussi un besoin qui était ressorti de la part des habitants lorsqu'on a concerté dans le cadre de la réhabilitation. Et c'est donc de ces 2 constats qu'on a décidé de créer du logement, chose assez évidente quand on est un bailleur social. Et le tiers-lieu, on a un petit peu poussé l'ambition parce qu'on a constaté aussi qu'il y avait ce besoin de la part des habitants d'avoir des lieux de rencontre, d'échange entre tous les âges. Alors justement, très concrètement, dans ce tiers-lieu, qu'est-ce qu'on y fait ? Est-ce qu'on a des exemples comme ça bien sûr. Très concrètement, du coup, alors déjà dans le tiers-lieu, il y a une présence tous les jours. Il y a une animatrice qui est là. Et dont le poste justement est financé pendant 3 ans parce qu'on est lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt porté par le département de Seine-Saint-Denis. Donc, je tiens à le souligner, un accompagnement très important. Et donc dans ce tiers-lieu, il y a une épicerie sociale qui est gérée par le CCAS de la ville de Sevran, un atelier de bricolage qui est géré par l'association des compagnons bâtisseurs. Il y a un espace dédié au service d'aide à domicile qui accompagne les locataires des logements inclusifs, justement, qui construit leur projet social ensemble et qui anime leur quotidien. Et puis un espace polyvalent partagé pour y accueillir des permanences, par exemple des permanences administratives du PIMS, des ateliers de prévention pour la retraite portés par la CNAV, voilà, ce genre d'animation. Aussi des ateliers créatifs, des après-midi jeux, donc c'est un peu pour tous les âges. Ouais, donc ça permet une vraie mixité et le partage en tout cas. Complètement. Vous avez parlé à plusieurs reprises d'habitat inclusif. Sur cette question-là justement, vous avez travaillé avec Vitalliance. Qu'est-ce que ça apporte très concrètement ce partenariat ? Alors Vitalliance, c'est l'animateur du projet de vie sociale justement entre les habitants. On a choisi, nous, de travailler avec un service d'aide à domicile parce qu'on avait aussi constaté que c'était un service qui manquait en fait dans le quartier en interrogeant les habitants. Donc l'idée, c'était de faire venir ce type de service aussi. Alors évidemment, les habitants ne sont pas obligés d'avoir recours à Vitalliance s'ils habitent dans la résidence, on est bien d'accord. Mais en tout cas, ils savent que ça existe. Il y a une animatrice qui est là, Chloé est là tous les jours, Zineb s'occupe vraiment de l'animation entre les habitants. Et du coup, ça crée du lien. Et par ailleurs, on avait aussi derrière l'idée, pour le service à domicile, ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail pour les auxiliaires de vie en fait. Elles ont un espace dédié, elles peuvent prendre leur repas, se reposer également. On sait que c'est un métier qui n'est pas toujours facile. Et du coup, c'était aussi dans cette idée d'avoir un projet vertueux un peu en tout point de vue. Donc là, vous avez un espace que vous avez créé pour les habitants.
Justement, c'est quoi leur retour, les habitants ? Alors on en est au tout début de la vie du tiers-lieu, puisqu'il a ouvert en mai 2025. Mais pour l'instant, les premiers retours sont vraiment très positifs. L'animatrice du tiers-lieu nous dit que voilà, c'est très fréquenté. Les habitants sont ravis d'avoir cet espace-là, tant les enfants que les personnes âgées. On a aussi fait un retour sur lequel des personnes âgées ne sortaient pas de chez elles et aujourd'hui fréquentent régulièrement le tiers-lieu, se sont créés un peu un réseau de connaissances. Voilà, donc c'est plutôt positif. On a autour de 140 participants au mois aux différentes animations. Pour un début, c'est encourageant. Voilà, et ils ont été proactifs, je dirais, dans la création de cet espace. Alors pour concevoir le tiers-lieu, on a fait appel en fait à l'amicale de locataires. Okay. Qui représente en fait les locataires à l'échelle de la résidence et qui pour le coup là est vraiment très investie. On a une présidente d'amicale qui est vraiment très engagée et on l'a associée à tous les ateliers de co-construction qu'on a menés pendant 2 ans pour définir la programmation du tiers-lieu et aussi le collectif qui allait ensuite composer ce lieu. Et histoire peut-être d'être mauvaise langue et de dire que finalement rien n'est jamais simple, est-ce que vous avez éprouvé quelques difficultés aussi dans cette mise en place ? Oui, je ne vous mentirai pas. Comme tout projet expérimental et innovant, je pense que c'était simple pour personne. Après, il fallait avoir l'envie, l'engagement, savoir aussi y passer le temps et l'énergie qu'il fallait. Il a fallu beaucoup d'énergie pendant 5 ans quand même. Donc voilà, le côté abstrait d'un tiers-lieu au début, ça c'est clair que c'était une difficulté. Le temps de mobilisation aussi du collectif, le temps de la réhabilitation, on aurait pu perdre en route certains acteurs qui pourtant étaient engagés dès le début. Et puis bien sûr la question des financements, même si là on a réussi à trouver des financements intéressants. Et heureusement le projet a quand même été très bien accueilli par le maire de Sevran. Aussi, on a été très bien accompagné par le département, l'ANRU, la CNAV, donc quand même un contexte favorable. Voilà. Effectivement. On va se tourner dans un instant vers la Grande Borne, mais peut-être une dernière question. Est-ce que ce projet est amené à faire des petits sur le reste du territoire ? Nous, on en rêve. Ouais. En tout cas, à la Méta, on croit vraiment à cette complémentarité entre logement et santé. C'est vraiment ce sur quoi on a envie de travailler. Les bailleurs sociaux ont totalement, ont beaucoup de poids dans ces quartiers. Ce sont des quartiers qui cumulent beaucoup de difficultés socio-économiques, mais aussi en termes de santé, d'accès aux soins, mais pas que. On voit bien que les bailleurs ont un rôle à jouer là-dedans, qu'il y a vraiment un modèle à reproduire, entre guillemets, même si on ne reproduit jamais vraiment des modèles. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui inspire. Et sur un autre projet en rue, on est en train de regarder pour faire un projet similaire, après en s'adaptant bien sûr à chaque fois au contexte local, aux partenaires, aux besoins aussi du territoire. Merci en tout cas pour ce témoignage, et puis c'est vrai que ça permet d'y voir clair et de voir ce qu'il est possible de faire. Alors Grigny avec la Grande Borne est un quartier évidemment qui est emblématique de la politique de renouvellement urbain. Léa Znati, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement en quelques mots l'ampleur du quartier, des difficultés sociales auxquelles vous êtes confrontés au quotidien? On recontextualise les choses. D'accord. Alors, la Grande Borne, c'est un quartier d'habitat social avec un bailleur unique, donc le bailleur Les Résidences. C'est un quartier qui a des caractéristiques des années 70, donc des grands logements pour 60% des 3500 logements historiques. Alors, il y a eu quelques démolitions sur l'ANRU 1, mais aujourd'hui, on compte encore 3300 logements et 60% de grandes typologies, donc T4, T5, et une spécificité, les plus bas loyers de la région Île-de-France, donc avec des loyers qui sont inférieurs en moyenne à 5 € du mètre carré. Donc, dans le cadre du processus en route qu'on a engagé avec la loi de 2014, on a engagé tout un travail de préfiguration, et dans le cadre de ce travail de préfiguration, on a aussi fait une étude démographique et une étude habitat assez forte, et on a mis en avant la nécessité qu'il ne pouvait pas y avoir
une stratégie de rénovation urbaine sans stratégie d'attribution et de relogement. Donc il fallait vraiment qu'on se pose la question de comment on allait articuler et le bâti et la question de l'humain et donc des attributions de logement sur le quartier. Et ce qui vous avait fait engager en 2023 finalement une expérimentation inédite sur les attributions. Sur combien de logements ça a-t-il porté? Et puis peut-être rappeler les objectifs. Alors peut-être sur le contexte de cette expérimentation, c'est qu'on on a évalué donc nos attributions sur 4-5 années et on s'est rendu compte que tous les nouveaux emménagés étaient plus pauvres que les précédents, mais donc on se retrouvait avec un taux de pauvreté. Alors la ville de Grigny est particulière puisqu'elle a un taux de pauvreté qui est très élevé. On a un taux de pauvreté de l'ordre de 44% sur le territoire et à la Grande Borne il est encore plus élevé et on s'est rendu compte que les attributions récentes amener des populations encore plus modestes et encore plus fragiles. Et quel que soit le réservateur, donc que ce soit la ville, l'État ou le bailleur, donc voilà, avec des niveaux plus ou moins importants, mais dans tous les cas, la réalité de notre parc attirait des populations modestes. Et aussi, on avait identifié que Action Logement était peu présent, en tout cas pas assez présent par rapport à une moyenne de pourcentage de logements réservés par Action Logement habituellement. Et donc on a lancé un travail avec l'agglomération Grand Paris Sud, l'État, notamment la DDT et la DDETS et Action Logement pour regarder comment on pouvait travailler une expérimentation sur les attributions. Autre élément important, c'est que comme on a des bas loyers, on s'est retrouvé avec des ménages, un ménage seul qui gagne 1 500 € ne pouvait pas avoir une attribution sur la Grande Borne parce que pour le coup, lui, il était trop riche. Ce qui était un peu paradoxal alors qu'on avait besoin d'attirer des ménages justement un peu plus solvables. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait avec toutes ces équipes territoriales, quelles que soient nos institutions. Et on a structuré une convention mixité sociale et production de logement. Il y avait une demande de l'État d'articuler les deux. Et il y a eu 2 axes importants qui ont été mis en avant. Donc le déplafonnement des ressources, c'est-à-dire permettre à des gens qui gagnent un peu plus que ce que prévoit la loi pour le parc de la Grande Borne, qui puissent accéder à la Grande Borne, et un échange de contingents entre l'État et Action Logement, permettant en fait d'attirer des salariés. Et à travers ces 2 axes principaux d'intervention, on a fixé des critères. Okay. Et notamment sur les critères, il y a eu un critère de ressources et de lien à l'emploi. Alors dans notre jargon un peu technique, on parle de ménages qui gagnent, qui sont dans le 3e ou 4e quartile. Bon, c'est des niveaux de ressources qui nous permettent de se dire que ces ménages sont un peu plus solvables peut-être que ceux qui arrivaient ces dernières années. Et surtout le lien à l'emploi, d'où les échanges de contingents avec Action Logement. Donc on voit pour les attributions, comment ça fonctionne, en tout cas les critères qui ont été retenus. Ça fait combien de logements à peu près justement? Alors on a l'expérimentation, elle est sur 850 logements sur les 3000. Okay. On a choisi exclusivement des logements réhabilités dans le cadre de l'ANRU 1, considérant que pour attirer de nouvelles populations ou des ménages plus solvables, il fallait aussi que les quartiers ou les sous-secteurs de la Grande Borne soient attractifs. Et aussi, on a regardé sur la proximité des transports. Il faut savoir que sur la Grande Borne, aujourd'hui, on est beaucoup mieux desservi qu'il y a une quinzaine d'années. Donc, il y a eu 38 attributions sur les 18 derniers mois sur le secteur de 855 logements. Une quinzaine, c'est lié au relogement. Et donc, il y a de toute manière sur le territoire, vu qu'on a 2 grosses opérations de relogement, il y a quand même une priorité au relogement. Et le reste, ce sont des attributions qui se sont faites dans le cadre de cette expérimentation. Et Action Logement a attribué 8 logements, ce qui est quand même, alors qu'il en a attribué certaines années 0. Donc en fait, on s'est retrouvé vraiment avec une évolution. Alors c'est à petite échelle aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça a vraiment fait évoluer, ça a fait évoluer notre mode de faire. Et l'élément important, c'est qu'on craignait tous que les salariés ne soient pas forcément, et notamment des salariés extérieurs à la ville, ne soient pas attirés par le quartier de la Grande Borne. Et en fait, il y a eu des demandes sur certains logements
jusqu'à 140 candidats et une moyenne de 80 candidats sur les logements déposés sur la plateforme Aline, la plateforme d'Action Logement. Ça dit clairement qu'il y a une attractivité retrouvée, en tout cas, sur le quartier, quoi. Alors la grande bande c'est 90 hectares, donc c'est sur la partie qu'on a choisie en expérimentation, mais en effet cette attractivité elle est là, elle est aussi là parce qu'il y a eu tout un travail de rénovation urbaine sur l'ANRU 1 avec des nouvelles écoles, des voiries requalifiées, des espaces publics requalifiés, donc c'est un tout. Et aujourd'hui on articule même tout le volet gestion urbaine et sociale de proximité, considérant qu'il y a 2 axes importants, le cadre de vie à maintenir et même sur un quartier rénové, il faut qu'on soit très exigeant pour garder une qualité de vie et un cadre de vie. Et il y a tout un volet aussi qui est nécessaire parce qu'il ne faut pas non plus être naïf, c'est compliqué, c'est un quartier populaire, c'est tout ce qui est le volet accompagnement social aussi qui doit s'articuler avec cette stratégie qui vise à aussi accompagner les ménages présents sur le quartier dans tout un travail d'accompagnement pour les sortir de leur situation. Alors on arrive bientôt au terme de cette émission, le temps passe extrêmement vite. Cette expérimentation, maintenant ça fait 18 mois qu'elle dure, on peut peut-être en dresser très rapidement le bilan. Et puis au-delà de ça, est-ce que ça a vocation à se généraliser à d'autres quartiers? Et puis quid de la suite pour Grigny, quoi? Alors un bilan, je pense, partagé par l'ensemble des partenaires de cette expérimentation plutôt très positif. Une réalité, c'est que c'est une réorganisation de tous les services et notamment des services de la ville. Il faut savoir qu'au sein de la ville, il y a une personne dédiée qui gère le relogement et le peuplement. Voilà, et les attributions sur ce volet-là, qui est en articulation directe avec tout le service logement. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. C'est des moyens humains qu'on a décidé de mettre en place. Et la suite de tout cela, c'est une extension du périmètre avec 720 logements supplémentaires. Donc tous les secteurs rénovés de l'ANRU 1, plus ceux qui sont en train d'être rénovés dans le cadre de l'ANRU 2, où on a des opérations qui se terminent là dans quelques mois. Et donc on a décidé d'étendre cette expérimentation et peut-être d'assouplir les critères ressources parce qu'il faut qu'on puisse accueillir quand même des populations, y compris modestes, sur le quartier. Donc il n'y a pas une fermeture de ménages modestes, mais d'avoir vraiment une articulation. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on se parle sur les attributions. Voilà, en amont des commissions d'attribution. Anaïs, Fleur, quand on regarde comme ça, Sevran d'un côté, Grigny de l'autre, et le carnet de requalification sur la requalification, c'est quoi pour vous les enseignements majeurs à tirer sur la future politique de renouvellement urbain ? Alors, pour moi, pour la future politique de renouvellement urbain, ce serait vraiment se dire que si on intervient sur le bâti, il faut aussi intervenir sur le peuplement. Ça pourrait même être une condition sine qua non. Après, je m'avance un peu, ce n'est que mon avis personnel, attention. Et puis peut-être se dire que chaque requalification doit de toute façon faire partie du projet urbain dans son ensemble et ne vraiment pas être isolé. C'est vraiment important que tout le monde travaille ensemble. D'ailleurs, on voit que sur les territoires où il y a beaucoup de réhabilitation de qualité, c'est parce que tous les partenaires et tous les acteurs locaux se parlent. Alors, je vais juste compléter, oui, effectivement, ce que dit Anaïs. Les projets de réhabilitation doivent vraiment faire partie dans la stratégie de peuplement, doivent être identifiés également au même titre que les constructions neuves. En termes d'attribution, là, c'est un incontournable, ça fait partie des logements qui sont offerts. C'est une offre qui peut être extrêmement attractive. Et donc, il faut pouvoir se fixer des objectifs. Alors, à court terme, comme quand je disais, on est sur des réhabilitations lourdes en milieu non occupé, donc on va avoir des objectifs assez rapides et assez court terme, mais également à long terme sur des patrimoines qui vont être réhabilités et où on va changer le peuplement, je dirais logement après logement, on va travailler sur ce bâtiment. Donc vraiment, voilà, c'est... La réhabilitation, c'est vraiment un outil, c'est une possibilité aussi de contribuer à la stratégie de rééquilibrage de l'occupation sociale. Oui. J'ajouterais juste une dernière chose. Aussi, on parle beaucoup de concertation, de construction avec les habitants. Toutes ces réhabilitations, elles sont faites pour les habitants du quartier, pour les locataires. Et du coup, c'est bien sûr indispensable de prendre en compte leurs avis et aussi leur connaissance du bâti et du quartier. Parce qu'ils l'ont, la connaissance, évidemment. Et puis surtout, l'objectif, c'est quoi ? C'est d'améliorer les conditions de vie.
Exactement. C'est ça l'objectif. Vous avez tous en tête en rue 3. J'ai vu qu'il y avait une mission de préfiguration qui a été lancée l'été dernier. On va peut-être attendre un peu avant de se prononcer sur le sujet. D'accord. Voilà, on espère en tout cas qu'il y aura un troisième programme et on est tous prêts à être sur les starting blocks. Et on a plus cette image-là de en rue démolisseur. C'est tout sauf ça, quoi. C'est pas tout sauf ça, mais ce n'est pas que ça. Il y aura toujours besoin de démolition à certains endroits. Après, il faut arrêter de penser effectivement de revoir les images de l'ANRU comme l'explosion de logements. Merci à toutes les quatre d'être venues sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. Cette émission est disponible en replay sur l'antenne de Radio Territoria. Nous sommes en direct de la 85e édition du congrès HLM USH, ici à Paris Expo, porte de Versailles. Merci de nous avoir suivis. À très vite et à demain. Ciao. Vivez le congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat depuis le stand du gouvernement en partenariat avec Radio Territoria.